Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Innovart Business. Alors, Innovart Business, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un podcast d'un format d'une durée indéterminée, donc il y aura des podcasts plus courts, des podcasts plus longs, des podcasts avec invités, des podcasts sans invités, des podcasts orientés très professionnels et d'autres plutôt personnels. Le but, en tout cas, c'est de vous embarquer dans cette aventure où je vais explorer les multiples facettes de l'entrepreneuriat. Tout d'abord, je souhaite partager avec vous un aspect très personnel de mon parcours, qui est ma découverte de ma multipotentialité. Alors, la multipotentialité, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est un terme qui peut sembler intimidant, peut-être prétentieux, peut-être orgueilleux, mais en fait, pas du tout. La multipotentialité, c'est la capacité à faire plusieurs choses en même temps et à les faire bien, correctement. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de centres d'intérêt divers et variés, beaucoup d'univers professionnels différents, et on est capable de mener tous ces projets en même temps et de les mener correctement. Et c'est souvent là que les gens ne nous suivent pas et ne comprennent pas et nous disent comment tu peux aller jusqu'au bout des choses si tu fais autant de choses à la fois. Donc en fait, j'ai compris très tard que j'étais multipotentielle puisque je l'ai compris entre l'année dernière et cette année à l'aide d'une introspection très profonde et une thérapie personnelle. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, je me pose beaucoup de questions dans mon évolution professionnelle. Je suis mariée à un homme intelligent que je considère comme HPI depuis de nombreuses années. Et surtout, nous avons eu ensemble 2 enfants, un garçon et une fille. Notre fils a été diagnostiqué à haut potentiel intellectuel, je crois qu'il avait 7 ans, 6 ou 7 ans. Et il a dû sauter une classe. Et en fait, il y a eu un décrochage scolaire. Et voilà, tout s'est pas passé très facilement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un petit peu difficile, mais aujourd'hui, il a trouvé sa voie et tout va mieux. Et notre fille est HPI et HPE. Donc, le HPE, c'est le haut potentiel émotionnel. Donc là, on parle d'émotivité, d'hypersensibilité. Et tous ces adjectifs qui ont été donnés pour moi, enfin, qui m'ont été... c'est la manière dont on m'a défini, en fait, toujours hyper émotive, hyper émotionnelle, t'en fais trop. Et en fait, c'est pas que j'en fais trop, c'est une façon de fonctionner. Et je me perçois que mes enfants sont comme ça, grâce à la petite phrase sympathique de ma psychologue qui m'a dit un jour, les chiens ne font pas des chats. Donc, effectivement, ça m'a fait réaliser que nous héritons souvent de traits de caractère de nos parents. Et moi, dans mon cas, ça a été un véritable changement dans ma tête, un véritable bouleversement et une manière de comprendre comment je fonctionnais et de réussir à comprendre aussi comment mes enfants fonctionnaient, puisqu'en fait, je voyais en eux mon reflet, mais je ne l'acceptais pas et j'acceptais pas cette manière qu'ils avaient de tout remettre en question sans arrêt et de tout argumenter et de tout vouloir contrôler, jusqu'à ce que je prenne conscience que probablement moi aussi je suis une maniaque du contrôle. En tout cas, je suis hyper exigeante et très exigeante envers moi-même. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer ce podcast parce que je suis dans une situation professionnelle un petit peu
compliqué. On va dire, sans rentrer trop dans les détails, que je suis entre deux parcours professionnels. Un parcours salarié que je suis depuis plus de 23 ans, dans lequel je ne suis pas complètement épanouie, et un parcours entrepreneurial que j'ai exercé entre 2019 et l'année dernière, dans lequel je me suis relativement très très bien épanouie. Malheureusement, j'ai eu des soucis de santé, je suis actuellement en pause professionnelle dans tous mes projets. J'ai d'autres projets futurs, bien sûr, j'ai toujours des idées plein la tête, je me forme en permanence parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de nourrir mon esprit. Et puis pendant ce temps-là, on pense pas à autre chose. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne aussi, c'est-à-dire que se canaliser sur quelque chose permet d'éviter à notre esprit de partir un petit peu ce qu'on pourrait appeler dans tous les sens, même si dans notre tête c'est un bordel très très organisé. Les autres ne le voient pas forcément, hein, ils voient que le côté bordel, mais nous on voit le côté bordel organisé. En fait, on arrive à avoir une vision très panoramique et une vision à long terme, en disant si je mets en place ça et ça, demain voilà où ça va m'emmener. Donc voilà un petit peu ce que je veux vous partager dans ce podcast, parce que effectivement, mener plusieurs projets en même temps ne mène pas forcément à la faillite. Ça peut mener à la réussite. Tout dépend de comment on est constitué et de notre façon de travailler. Donc une fois que moi j'ai découvert cette multipotentialité, ça m'a un petit peu éclairée. Je me suis dit, bon, ok, t'as ça entre les mains, ça explique beaucoup de choses, ça explique pourquoi tu réagis comme ça explique pourquoi tu mènes tous ces projets de front, ça explique pourquoi tu te lasses aussi vite, pourquoi tu as besoin de renouveau sans arrêt, de nouveaux défis. Et ça m'a vraiment permis de mieux me comprendre. Après, il faut aussi savoir que j'ai d'importants soucis de santé. Et bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il a fallu que je réfléchisse aussi énormément à une possible évolution de carrière en rapport avec mes soucis de santé. C'est-à-dire que mon état de santé à l'instant T est tel qu'il est, mais demain, il peut s'améliorer ou se dégrader. Et je sais très bien qu'il y a une partie qui s'améliorera et une partie qui se dégradera. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme métier en adéquation avec tout ça et en adéquation avec mes problèmes de santé? Donc ça veut dire que si demain, pour X ou Y raison, je ne dois pas quitter mon lit, est-ce que je peux quand même travailler, puisque mes facultés intellectuelles sont là? Donc la réponse est oui, bien évidemment. Donc pour ça, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait pas mal de formations. Avant d'en arriver là, j'ai eu un parcours assez varié que je vais vous expliquer. Donc d'abord et avant tout, je suis employée de banque. Ce métier, je suis rentrée dedans très très jeune. J'ai commencé à l'âge de 19 ans en BTS en alternance, directement dans une grande banque française, et puis qui m'a accompagnée tout le long de mon parcours jusqu'à mes 32 ans, où quand j'ai eu 32 ans, j'ai eu d'énormes problèmes de santé qui m'ont valu une mise en invalidité catégorie 1, ça veut dire qu'on peut encore travailler à côté, et un aménagement de poste. Donc en fait, je suis depuis lors spécialisée dans la clientèle protégée, donc ce qu'on appelle les gens qui sont sous tutelle, sous curatelle, etc. C'est moi qui m'occupais de gérer leurs comptes, tout ça, voilà, ça se passait très très bien. Mais j'étais pas complètement épanouie à mon travail parce que j'ai un esprit très très créatif. J'ai toujours eu énormément besoin de créer. Et mon travail est très cadré, donc je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Du coup, je me suis dit, si tu crées une micro-entreprise. Donc avant ça, j'ai demandé l'accord à mon employeur, bien évidemment. Et je me suis dit, je vais créer une micro-entreprise. J'adorais la décoration. J'ai une amie qui avait une salle de réception, qui cherchait un décorateur de mariage et qui m'a dit, allez Cécile, on y va, on propose un service, on se lance, qu'est-ce que t'en penses ?
On s'est lancé et on a fait notre première décoration de mariage. C'était top. La mariée s'en souvient encore. 4 ans après, quand elle m'écrit, elle me dit que tout le monde se souvient plus de la déco de son mariage que de sa robe de mariée. Je peux vous dire que pour elle, c'est peut-être pas génial, mais que pour moi, c'est quand même un sacré, sacré compliment. Et puis de voir des étoiles dans les yeux des gens, franchement, c'est génial. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a un épanouissement à avoir de ce côté-là, c'est-à-dire une reconnaissance que j'avais pas dans mon premier métier et qui me semblait vraiment importante à avoir. Donc j'ai décidé d'utiliser mon compte professionnel de formation et je me suis formée pour être wedding planner et wedding designer. À la suite de ça, j'ai réalisé plusieurs décos de mariage, certaines à l'auberge de mon ami, d'autres dans d'autres lieux. Et là, je me suis aperçue que c'était un métier que j'adorais, bien évidemment, dans lequel je m'épanouissais complètement, mais qui avait ses limites pour moi physiquement, c'est-à-dire que, bah voilà, rattrapé par mes problèmes de santé, c'est pas quelque chose en fait que je peux faire, surtout pas sur du long terme. Et donc, je pourrais jamais gagner ma vie avec ça si je devais me reclasser professionnellement. La solution serait peut-être effectivement de créer une boîte et de mettre quelqu'un en tant qu'ouvrier en fait, donner mes directives parce que ce que j'adore c'est être scénographe, c'est concevoir, imaginer, discuter avec les mariés, construire leur mariage en fonction de leurs idées. Mais voilà, le fait de tout mettre en place, d'installer tout ce qui est côté manutention est compliqué pour moi. Donc je me dis bah c'est finalement t'adores ça, mais c'est pas le bon métier. Après, je me dis, c'est pas grave, tes compétences, tu peux quand même les utiliser. Et aujourd'hui, il m'arrive, comme j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, on en parlera un petit peu plus tard, il m'arrive de conseiller mes amis, en fait, sur le design de leur business, de leur intérieur, de leur commerce, pour que tout ça soit un petit peu plus joli, en adéquation un petit peu avec ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent, et l'image de leur entreprise. Ensuite, donc j'ai continué à réfléchir sur ce parcours professionnel et je me suis dit bah, qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu peux faire quand tu es coincé dans ton lit. Et moi j'aime créer des visuels, j'aime créer des contenus, j'aime écrire aussi beaucoup. Et là je me suis dit mais en fait community manager c'est un super métier, ça te permet de faire tout ça, de créer des visuels pour tes clients, d'écrire une histoire, ce qu'on appelle le storytelling, donc embarquer clairement la clientèle de mon client au sein d'une histoire d'une entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Donc voilà, je suis devenue community manager, toujours en utilisant mon CPF quelques années après. Et j'ai commencé à exercer en parallèle de mon métier de salarié. Ça, c'est quelque chose que j'adore, dans lequel je trouve un véritable épanouissement, se mettre à la place de l'autre. Et pour ça, j'utilise mon empathie. J'ai une très très forte empathie que j'ai longtemps considérée comme une faiblesse. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment une force. J'ai cette capacité de me mettre à la place des gens, de comprendre ce qu'ils veulent, de ressentir ce qu'ils veulent. Et généralement... ça match en fait. Généralement, il n'y a pas besoin de grand chose pour que je rentre dans l'univers des gens. Donc voilà, j'ai un autre projet axé là-dessus que je ne peux pas encore vous dévoiler, mais qui est mûri dans ma tête. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait et que j'ai décidé de devenir community manager. Et puis en ce moment, je vous le disais, je suis donc en pause professionnelle et moi j'ai besoin d'apprendre, de connaître davantage de choses. Donc je me suis formée pour construire des sites internet, même si ma formation n'est pas encore complètement complète. Mon mari a créé un centre de formation pour les entrepreneurs. On y reviendra, on en parlera sûrement à un autre moment. Et je rejoindrai ce centre de formation en tant que coach quand j'aurai l'opportunité de reprendre le travail. En attendant, ça m'empêche pas de construire des visuels pour m'occuper l'esprit. Et puis, c'est toujours du travail utile. Voilà un petit peu tout ce que je fais au niveau professionnel. Ensuite,
un aspect un peu plus personnel de ma vie. J'ai eu besoin d'écrire. Alors le long de ma thérapie, j'ai eu besoin d'écrire certains passages de ma vie et ça, beaucoup de gens sont passés par là. Et souvent on écrit pour soi, ou on écrit pour brûler le mot, ou on écrit pour une personne disparue. Et je l'ai fait et ça n'a pas été simple. Parfois ça a même été très très compliqué. Mais une fois qu'on a réussi à écrire avec nos mots, sans se dire que quelqu'un va nous lire, bien évidemment, on se sent soulagé. C'est comme si on avait déposé quelque chose, déposé notre fardeau quelque part, et que ça nous permettait d'avancer. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et il y a à peu près 1 an et demi, j'ai commencé à écrire sur mon histoire personnelle pour me libérer de certaines chaînes. Et puis je me suis rappelé que pendant mon adolescence, j'écrivais beaucoup. J'écrivais beaucoup de poèmes, tout le temps en rapport avec les émotions ressenties. Et on sait très très bien qu'à l'adolescence, les émotions ressenties sont hyper fortes. Donc voilà un petit peu comment je suis revenue à un parcours d'écriture. Et l'année dernière, après une séance d'hypnose, mon hypnothérapeute, qui est une personne formidable, au gré de la séance, m'a dit souffleur de rêve. Je ne peux pas vous dire pourquoi elle me l'a dit, comment elle me l'a dit. De toute façon, je me rappelle de rien d'autre de cette séance-là. Mais je me suis juste dit que ça ferait un super titre pour un bouquin. Il faut savoir que moi, j'aurais toujours rêvé être souffleuse de verre. Donc peut-être que c'est ça qui a fait écho. Le mot rêve aussi me parle évidemment, puisqu'en pleine réflexion, 44 ans, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que j'ai réalisé mes rêves, ou du moins une partie? Donc voilà. Et quand on a terminé cette séance d'hypnose et que ma thérapeute m'a demandé comment je me sentais, je lui ai dit il faut que j'écrive. Et je suis partie avec une furieuse envie d'écrire. Et là, j'ai écrit pendant 4 jours, quasiment sans dormir, en demandant de ne pas me déranger. Faire les repas, c'était très compliqué. Je me relevais la nuit pour écrire, je répondais pas au téléphone et je disais à mes amis, pas de souci, tout va bien, t'inquiète pas, mais je suis sur un projet. Parce qu'en fait, il fallait que j'écrive, mais je ne connaissais pas mon livre. C'est un petit peu bizarre à dire, j'ai eu cette sensation d'être possédée, donc ma psychologue m'a expliqué après que c'était mon inconscient qui avait écrit, et il fallait que j'écrive, donc je découvrais mon histoire en même temps que je l'écrivais. Donc si je m'arrêtais, j'avais l'impression de ne plus être dedans. Donc j'ai écrit énormément, et quand j'ai mis le point final, au bout de 4 jours, je me suis sentie libérée et j'ai pleuré. Ça m'a fait un bien fou. Et là, je me suis dit, maintenant, tu vas relire, tu vas reprendre, tu vas corriger. Alors ça, c'est une partie qui est assez longue et qui est assez fastidieuse. J'avais pas mis de souffrance non plus dans mon livre, donc il a fallu que j'en ajoute un petit peu. Mais comme à travers les lignes, c'est un peu de mon histoire personnelle, je n'étais pas capable à ce moment-là de rentrer vraiment dans la souffrance des personnages, dans la psychologie du personnage, dans la profondeur du personnage. Donc on me reconnaît en fait un petit peu chez tout le monde. Tous mes personnages principaux sont un petit peu moi. Et puis, selon comment vous me connaissez, vous me retrouverez plus chez l'un ou chez l'autre. Mais en tout cas, cette écriture m'a fait beaucoup de bien et m'a libérée. Et une fois que j'avais corrigé mon livre, j'étais super fière de moi. Je me suis dit, t'as quand même écrit un bouquin. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est ton bouquin, c'est ton bébé. T'as créé la couverture, t'as créé le titre. J'ai créé le titre bien soufflé par ma thérapeute, mais du coup, publie-le. Donc là, voilà, j'ai cherché comment est-ce qu'on peut être publié, comment est-ce qu'on peut faire une auto-édition, et j'ai choisi d'auto-éditer mon livre. J'en ai vendu presque 90, donc je suis super contente de moi. J'ai conscience que les gens l'achètent pour moi, pour ce que je suis, mais ça m'a donné vraiment envie de continuer. En fait, pendant que j'écris, je me sens bien, et j'ai écrit la suite. J'ai écrit le tome 2 cet été. Là, il est en dernière phase de correction et il va bientôt sortir. J'ai d'autres projets. Je me suis remise à l'écriture de poèmes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que parfois, faire une pause professionnelle permet de développer des projets personnels. Et ces projets personnels nourrissent à nouveau mon ambition professionnelle. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en fait, j'aime beaucoup écrire, et le fait d'écrire
me ramène à la lecture, puisque j'aime beaucoup lire, donc je relis des livres. Les livres me redonnent envie d'écrire et vice-versa. Et dans le métier de community manager, c'est hyper important, puisqu'il faut savoir accrocher les gens, il faut savoir raconter une histoire via le storytelling. Et du coup, je me suis dit, je suis parfaitement faite pour ça, et c'est aussi quelque chose que je peux faire quand je suis couchée ou quand je suis sur un canapé par exemple, ou quand je suis en voyage, enfin avec un téléphone, comme dirait mon mari, ton téléphone c'est ton deuxième cerveau, mais oui, complètement, c'est une annexe de mon cerveau, en tout cas c'est une prolongation de ma main, et j'ai toujours une note ouverte ou un dictaphone ouvert pour noter les idées, et ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Donc si vous deviez retenir un message clé de cet épisode, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je veux pas que ça soit trop long, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous deviez retenir une chose, c'est qu'une personne multipotentielle est une personne qui peut faire plein de choses à la fois, plusieurs projets, et les mener de front, et les mener correctement. Qu'il ne faut pas avoir honte de ses capacités, que c'est pas en vous mettant en avant ou en vous mettant en valeur ou tout simplement en réalisant votre rêve que vous allez écraser les autres. Par contre, vous avez toujours quelque chose à partager, et ça peut permettre aux autres de grandir. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus tard dans un autre épisode la suite de mon aventure, et aussi en quoi je trouve que partager ses connaissances peut nous faire grandir dans le monde entrepreneurial. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.